Bien, donc là je pense qu'on a assez bien donc, défini ce que j'appelle la première dynamique donc, de ce mouvement de renouveau spirituel. Alors la deuxième dynamique que je pense qu'il faut vraiment, qui est vraiment fascinante, c'est la dynamique c'est la dynamique de la naissance des États-nations. Alors, attends, je vais mettre ça là. Ouais, donc ça c'est, ouais. Oui, donc avant de parler de cette dynamique des États-nations, donc là vous avez quelques exemples donc disons de cette phase de la Renaissance inspirée par les Frères de la vie commune. Donc en haut à gauche, donc vous avez Gemma Frisius, qui est le prof de Mercator, qui en fait était quelqu'un qui était complètement handicapé, qui pouvait pas du tout marcher tout seul, et qui a été nommé professeur à Louvain, donc déjà à l'époque, au XVe siècle. C'était un mathématicien, un scientifique extraordinaire, et qui a donc été celui qui a formé, qui était donc des Frères de la vie commune, et qui ensuite a formé Mercator. En dessous, vous avez l'imprimerie donc, de Plantin. Et donc, en haut à droite, vous avez une figure des Frères de la vie commune aux Pays-Bas qui s'appelle Coster. Alors, il y a toute une bataille entre les Allemands et les Hollandais, savoir qui a inventé l'imprimerie. Bien sûr, les Hollandais disent que c'est eux, parce que Coster, à peu près à la même époque que Gutenberg, a commencé à faire marcher des presses à Haarlem, aux Pays-Bas, et donc c'est la statue de Coster. Et au milieu, vous avez bien sûr donc le développement énorme de la musique, ce qu'on appelle l'école polyphonique flamande, ce qui est en fait l'école franco-flamande qui démarre avec Ockeghem, donc sous Louis XI, le maître de la chapelle de Louis XI. Vous avez Guillaume Dufay, vous avez Josquin des Prés, vous avez toute une série de grands musiciens qui sortent aussi de cette époque-là, et sur laquelle ça vaudra vraiment la peine qu'une prochaine fois on fasse quelque chose sur la musique dans nos régions. Alors donc ce que j'ai défini donc comme la deuxième dynamique, et c'est important de le voir parce que vous voyez à travers Erasme va s'expliquer en fait, Erasme va incarner quelque part, il va devenir la porte-parole d'un courant qui était le courant pour l'État-nation de l'époque, et qui entrera en collision avec la logique des empires qui arrive ici évidemment à travers l'empire des Habsbourg. D'accord ? Alors avant d'arriver là, c'est qu'il faut bien voir j'en ai parlé un tout petit peu, mais on peut y revenir. C'est sur l'extraordinaire développement donc, de ces régions, ce qu'on appelait donc le delta d'or entre l'Escaut, la Meuse, le Rhin. Vous avez évidemment toute une infrastructure naturelle extrêmement propice au commerce, aux activités économiques, et qui va prendre... Alors, aux Pays-Bas, il faut savoir que les 2/3 du territoire des Pays-Bas sont sous le niveau de la mer, et que la seule façon de pouvoir y vivre, c'est une guerre permanente contre l'eau, contre la mer. Faire des polders, faire des digues. Donc à partir... Déjà à cette époque, il y avait des digues et tout ça ? Oui, la plupart des digues étaient en place à partir de la fin du XIIIe siècle. En 1300, la plupart des digues étaient faites évidemment pas en béton, etc., mais en bois. C'est-à-dire ils ont utilisé énormément de bois pour commencer les poldérisations, ce qu'on appelle la poldérisation, l'aménagement des terres sur la mer. Plus donc l'apport de cette... en Chine aussi bien sûr, au 8e siècle, on développe les écluses, qui ont été développées au 8e siècle en Chine, qui avec donc le collier rigide pour utiliser les chevaux dans l'agriculture, l'irrigation, les écluses, vous avez déjà énormément d'éléments qui vous permettent effectivement d'avoir une agriculture avancée. Tout cela permet donc de faire des vraies villes. Par exemple, si vous prenez comme unité de référence les villes 10 000 habitants, en 1550, la région de la Belgique actuelle
c'est le plus haut échelle d'urbanisation d'Europe de l'époque. C'est-à-dire qu'ils étaient à 21%, suivi des Pays-Bas à 15,8% et de l'Italie du Nord, donc qui était quand même la région la plus développée d'Italie, qui était à 15,1%. Donc l'Italie du Nord à l'époque est beaucoup moins urbanisée, fait vivre beaucoup moins de gens que ici en Belgique. Si on baisse le critère à 5000 comme unité de référence pour mesurer la densité, disons, voire l'urbanisation, vous avez 36% vers 1500 en Flandre et 54% dans la région entre la Meuse et le Zuiderzee. Donc vous avez toute cette partie, vous avez donc à la fin du 15e, début du 16e siècle, vous avez donc cette chose qui devient extrêmement mûre. Alors ce qu'il faut voir, ce que développe très très bien donc James Tracy dans ses œuvres, c'est comment, à travers cette polarisation, en fait, parce que ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, pour faire des digues et pour faire ces terres sur la mer, ça coûte de l'argent. D'accord ? Donc, ce qui se passe, c'est que les gens s'organisent, en fait, et se cotisent entre eux. Vous avez des starten, comment ça s'appelle non, de waterstand. Oui, aux Pays-Bas. Oui. C'est un nom spécifique. Et en tout cas, ce que décrit Tracy, c'est que les citoyens, il y a déjà l'idée de citoyenneté parce que chacun, la vie de l'ensemble existe grâce aux maîtrises des eaux. Et donc individuellement, on ne peut pas lutter contre ça, donc c'est collectivement. Donc les communes s'organisent, et contrairement, vous n'avez pas une république qui se déclare en haut par des gens qui arrivent au pouvoir et qui déclarent. Vous avez littéralement, alors sans tomber dans le mythe de la démocratie parfaite, vous avez des formes d'auto-organisation de la société où les citoyens vont vivre ensemble, ils vont se cotiser pour avoir ces investissements dans les infrastructures. Ça va être... et il y a des corvées où chacun doit participer dans l'entretien des canaux, dans l'entretien des équipements pour que ça puisse marcher. Et donc, ça devient... C'est pour ça que le start en général, c'est que de temps en temps, ils vont réunir en fait tous les responsables de toutes les communautés pour se concerter entre eux. Ou quand il y a un problème avec le hareng, ils vont déclarer une grande réunion sur le hareng. Tous les villes qui sont concernées avec la pêche au hareng vont se rencontrer pour voir comment gérer ce problème. Alors c'est très organisé. Les parlements en France et en Angleterre se réunissaient très peu. Et quand ils se réunissaient, c'est pour discuter uniquement voter le budget ou pas. Alors, les registres locaux en Flandre, les délégations flamandes se sont réunies 4055 fois entre 1386 et 1506, c'est-à-dire 34 fois par an, c'est-à-dire presque une fois par semaine. Tous les responsables politiques du pays se réunissaient pour discuter infrastructure, où est-ce qu'il fallait faire une route, où est-ce qu'il fallait faire un pont, etc. Donc, il y avait une certaine capacité. Les gens disent toujours aujourd'hui, les Flamands et les Wallons, ils se tapent sur la tête, mais il n'y a jamais eu la guerre, parce qu'ils sont toujours capables de discuter, de finalement, même dans l'adversité, de trouver quand même une entreloupe qui fait que... pour quand même résoudre les problèmes. Il y a une tradition dans ça qui est très ancienne, et là vous l'avez. Bien sûr, avant, au XIIIe siècle, déjà, il y a eu, en 1256, donc, le charter de Kortenberg, la joyeuse entrée. Donc, il y a eu des débuts, y compris avec des Wallons et des Flamands ensemble. Ils ont fait des représentations, en fait, bien sûr, c'était pas forcément le peuple, mais il y avait déjà un certain partage des responsabilités autour du duc. Alors, la grande erreur, donc ici vous voyez une carte donc, de ce qui va devenir plus tard sous Charles Quint, donc les 17 provinces. Donc vous avez Tournai donc, est là,
Vous avez Cambrai, le Hainaut, Luxembourg, c'est encore assez éclaté. Mais donc, ici, en ligne pointillée, donc, vous avez la frontière actuelle de la Belgique. Et donc, vous avez toute cette région. Vous avez donc, à partir de 1384, donc, vous avez les ducs de Bourgogne qui vont unifier, qui vont tout faire par alliance, mariage, achat, etc., pour unifier l'ensemble du pays. Et pour créer par exemple, créer une justice organisée, il y avait une loi, il y avait des juges, c'était un État donc hautement organisé. Et quelque part, c'est un des premiers États-nations en formation. Comme en France sous Louis XI, la création de l'État-nation en France. En Angleterre, à la même époque, donc vous avez Henri VII qui va mettre fin à la guerre des Roses et qui va commencer à faire de l'État, donc la Renaissance Tudor, va aussi unifier et pacifier le pays. Pendant toute une période, évidemment, si vous avez la paix et le commerce, plus les arts, la culture, vous avez un développement assez conséquent comme résultat. Parce qu'après tout, quand Erasme va en Angleterre, il trouve Thomas More, qui est complètement éduqué, donc c'est un aristocrate, d'accord, mais de son côté, quelque part, cette Angleterre d'Henri VII, elle a aussi produit son propre Erasme, qui était Thomas More. Donc quand les deux se sont rencontrés, ils se sont vus comme... littéralement, Erasme disait, c'est les jumeaux, quoi. On est des jumeaux. Et Erasme est mort un an après que Thomas More s'est fait décapiter par Henri VIII, tellement il était mal d'avoir perdu la moitié de lui-même. En tout cas, mon propos ici, c'est de dire, en dehors de cette première dynamique du renouveau spirituel, vous avez un énorme épanouissement, un énorme développement économique et l'idée de la création d'un État-nation souverain qui est en train de naître. Bonjour. J'ai un décœur. Un café. Chocolat chaud. Un thé citron. Un coca. Et une pétillante. Merci. Merci. Donc, je rattrape mon fil. Donc, vous avez cette première dynamique du renouveau spirituel qui va donc en partie aider la mise en place de cette deuxième dynamique qui est la naissance des États-nations modernes. Et tout cela, ces deux dynamiques en fait vont entrer en conflagration avec ce qui suit, qui est l'arrivée de l'Empire, qui est en train évidemment de se développer ailleurs en Europe. Alors, la faute à qui donc on pourrait dire c'est la faute de Philippe le Beau, puisque lui s'est marié donc avec Jeanne de Castille, surnommée la Folle. Je pense pas que c'est pour ça que Erasme écrit l'éloge à la Folle. Parce que, en fait, donc, ce sont le mariage entre les Habsbourg donc d'Espagne
vont donc, en fait, toute la Bourgogne, tout cet État-nation souverain va en fait tomber sous la houlette de l'Empire habsbourgeois. Et alors, il y aura une énorme résistance, mais toute cette période-là, en fait, dans chaque individu, vous pouvez voir les impulsions bourguignonnes d'État-nation, et de l'autre côté, et quelque part, je dirais presque, aujourd'hui, si vous rencontrez un Belge, il faut lui dire, essayez de vous comporter comme un bourguignon au lieu de vous comporter comme un petit habsbourgeois. Alors, je m'explique. Donc, Charles Quint est né en 1500, il a 0 ans, et à l'âge de 5 ans, en fait, donc Philippe le Beau meurt. Donc normalement, il devait être nommé empereur à l'âge de 5 ans. Ça faisait quand même un peu difficile. Donc ce que vont faire Maximilien d'Autriche, en fait, donc va nommer donc Margaret d'Autriche, sa fille, que vous voyez ici, qui est une flamande, et qui sera nommée donc la régente des Pays-Bas. Et entre-temps, alors Charles Quint, moi j'ai jamais compris pourquoi à Gand, les gens font le culte de Charles Quint, enfin même une bière de Charles Quint. Ce type-là, c'est vraiment un demeuré. Il comprenait rien à rien, il avait les yeux qui sortaient de la tête, il était moche comme une brosse de chiottes. Il était comme ça, il n'avait pas à fermer sa bouche. Quand il pleuvait, il ne pouvait pas sortir parce qu'il pleuvait dedans. Et il s'intéressait à rien du tout. Il s'intéressait ni à la culture. Il parlait à peine. Il parlait un peu le français. Il avait du mal à parler. Il avait des crises d'épilepsie à pas en finir. Il était ingérable. Donc, c'était vraiment une espèce de George Bush version pire. Où derrière, il y avait toute une équipe qui essayait de le sortir plus ou moins dans les choses. Donc très souvent, lui, il est absent, il est malade, il est incapable. Donc il y a des conseillers autour. Alors il y a justement ces bourguignons qui sont là, notamment Guillaume de Croix, donc les grandes familles de la Bourgogne, qui évidemment prennent ce Charles Quint, ils mettent des conseillers autour, des institutions de la présidence, essayent de gérer. Il est mis sous tutelle adulte, disons, comme on dirait d'Obama aujourd'hui, ce qu'Obama aurait besoin. Donc, alors, Erasme, je dis ça parce que le grand protecteur d'Erasme, en fait, c'est un monsieur qui s'appelle Jan de Wilde, Jean le Sauvage, qui est le grand chancelier de la Bourgogne. C'est-à-dire, même si Charles Quint est empereur, il reste le grand chancelier de la Bourgogne qui est en place, qui est quasiment le numéro 2 du régime. Et en fait, ce Jean le Sauvage, en fait, lui, il protège Erasme, et il pousse Erasme à faire, disons, Erasme est quelque part, sans le dire, Erasme, il lance tous les attaques sur l'Habsbourg, et en fait, derrière, il y a toute une faction, en fait, des Bourguignons qui jouent cette carte, parce qu'Erasme, qui passe pour un extrémiste à l'époque, parce qu'il disait tout un tas de choses qu'il ne fallait pas dire, mais ça crée une marge de manœuvre pour les gens dans l'establishment bourguignon, en fait, de survivre Alors, et d'ailleurs, on le voit quand en 1518, donc Jean le Sauvage meurt, et donc les Habsbourg envoient Mercurio di Gattinara, qui est un fou italien, génois, qui va remplacer donc Jean le Sauvage, et c'est là où en fait tout sort. C'est un type qui veut supprimer toutes les institutions en Bourgogne, qui veut imposer la loi, rien qu'à la loi, l'exécutif unitaire total. Et c'est là en fait où et c'est là où en 1519, donc vous avez Luther qui arrive, qui permet en fait, c'est une espèce de Osama Bin Laden de l'époque, c'est-à-dire c'est le type qui Luther appelle tous les moines et tous les nonnes de sortir des monastères, de se marier. Sur une heure qu'ils sont sortis des monastères, ils sont mariés. Luther a 6 enfants avec une nonne, ce qui évidemment fait plaisir à tous les paysans qui aiment bien la famille, qui vont soutenir Luther. Il y a toute une